Ma belle-mère et mon demi-frère ont tout pris, puis m'ont tendu une obligation de 1 200 $ en disant que c'était de ma part, comme une aumône, avant de me chasser de la maison. En colère, je l'ai caché et l'ai oublié pendant 8 ans. Quand je suis finalement allé à la banque pour l'encaisser, le courtier a dit une seule phrase, et cela m'a laissé stupéfaite. J'étais figé devant le comptoir de transactions froid et revêtu de marbre de Preston & Partners Financial, un endroit où même l'air sentait l'argent neuf et le jugement tacite. Mes bottes de sécurité tachées de boue semblaient terriblement déplacées parmi les chaussures en cuir poli de l'élite de Baltimore, mais je n'avais pas d'autre choix. Ma main tremblante a fait glisser un morceau de papier jauni sur la vitre. C'était une vieille obligation d'épargne américaine de série I, usée et maintenue par des bandes de rubans adhésifs transparents. C'était tout ce que je possédais, la même chose que ma cruelle belle-mère m'avait jeté au visage il y a 8 ans comme une simple aumône avant de me mettre à la porte. Le jeune courtier, les cheveux plaqués en arrière avec du gel et son costume coûteux parfaitement repassé, a pincé l'obligation entre 2 doigts comme s'il craignait qu'elle ne l'infecte. Il m'a jeté un coup d'œil, puis au papier, dissimulant à peine son ennui. Cette obligation de série I est vraiment vieille, émise il y a 8 ans, a-t-il dit avec un soupir dédaigneux. Le taux d'intérêt à l'époque était terrible. Il a repoussé légèrement l'obligation vers moi comme pour la refuser poliment. Êtes-vous sûr de vouloir l'encaisser? Les frais de transaction et les frais de traitement en retard absorberont la quasi-totalité des maigres intérêts. Vous pourriez repartir avec rien d'autre que le principal. J'ai dégluti difficilement, la gorge sèche d'anxiété et d'humiliation. S'il vous plaît, encaissez-la. J'ai besoin de l'argent tout de suite. Le courtier a haussé les épaules avec un regard qui disait « Je vous avais prévenu ». Il a sorti un scanner portable et a balayé un laser rouge vif sur le code-barre délavé dans le coin de l'obligation. J'ai retenu mon souffle, priant pour obtenir au moins les 1 200 $, juste assez pour couvrir ma caution de logement avant d'être jeté à la rue demain. Bip. J'ai attendu le bruit d'un tiroir-caisse ou que des chiffres apparaissent à l'écran, mais rien ne s'est passé. Un silence de mort a envahi la pièce. Au lieu d'afficher un solde, l'écran de l'ordinateur du courtier est soudainement devenu d'un gris terne et glacial. Un avertissement rouge clignotant est apparu, si alarmant que même de là où je me tenais, je pouvais sentir que quelque chose n'allait pas du tout. Compte restreint. Référé au directeur de l'agence. Le courtier s'est figé. Le demi-sourire suffisant a disparu instantanément. Il a fixé l'écran, puis a lentement levé les yeux vers moi. Cette fois, il n'y avait pas de mépris dans ses yeux, seulement un choc pur mêlé d'une peur que je ne pouvais pas comprendre. Il a retiré brusquement ses mains du clavier comme s'il avait touché du feu. Ses doigts tremblaient tandis qu'il soulevait le téléphone interne, sa voix bégayante et urgente. « Monsieur Preston, vous devez descendre au guichet 4 immédiatement. Nous avons un code d'identification de haut niveau ici. » Oui, le détenteur se tient juste en face de moi. Je suis resté là, stupéfaite, le cœur battant. L'obligation était-elle fausse, ou ma belle-mère l'avait-elle déclarée volée pour m'envoyer directement en prison? Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications maintenant pour découvrir ce qui a fait pâlir le courtier, et le secret choquant caché derrière ce morceau de papier délavé. Le cliquetis rythmé et aigu du clavier du courtier s'est estompé, se dissolvant dans un son beaucoup plus lourd, plus final, qui hantait mes cauchemars. Bruit sourd, bruit sourd, bruit sourd. C'était le bruit creux de la terre humide frappant un cercueil en acajou, enterrant la seule personne au monde qui m'ait jamais vraiment aimé. Mon esprit a été violemment ramené à cet après-midi gris et glacial d'il y a 8 ans. Le ciel de Baltimore était d'un violet contusionné, pleurant un mélange de pluie et de grésil qui trempait ma robe noire bon marché. Je me tenais au bord de la tombe, le corps engourdi, les regardant descendre mon père dans la terre. À côté de moi, Meredith, ma belle-mère, pressait un mouchoir en dentelle sur ses yeux secs, jouant le rôle de la veuve éplorée avec la précision d'une actrice hollywoodienne. Elle s'appuyait lourdement sur son fils, Kyle, qui avait l'air de s'ennuyer, vérifiant son smartphone toutes les 30 secondes, comme s'il attendait une notification plus importante que l'enterrement de son propre beau-père. Le retour en voiture au domaine familial était d'un silence suffocant. La maison, une vaste structure victorienne que mon père avait passé sa vie à rénover, m'a semblé étrangère dès que nous avons franchi le seuil. L'air était épais de l'odeur des lys funéraires et du café éventé, une odeur qui déclencherait à jamais un réflexe nauséeux dans ma gorge. Je voulais me retirer dans ma chambre et me rouler en boule, mais Meredith m'a arrêté au pied des escaliers. « Pas encore, Tracy » a-t-elle dit,
sa voix dépourvue de la tristesse tremblante qu'elle avait feinte au cimetière. Monsieur Henderson attend dans le bureau. Nous devons régler les affaires immédiatement. Monsieur Henderson, notre avocat de famille depuis plus d'une décennie, était assis derrière l'imposant bureau en chêne de mon père. Il avait l'air mal à l'aise, s'agitant dans le fauteuil en cuir et refusant de croiser mon regard. C'était un homme bon, du moins c'est ce que j'avais pensé. Mais alors qu'il remuait les documents juridiques devant lui, j'ai vu la résignation d'un homme qui avait déjà perdu une bataille qu'il ne voulait pas mener. « Veuillez vous asseoir », murmura monsieur Henderson en s'éclaircissant la gorge. Je me suis assise sur le bord du canapé en velours, les mains tremblantes sur mes genoux. Meredith s'est assise en face de moi, croisant les jambes avec un air d'attente triomphante. Kyle s'est affalé dans le coin, rangeant enfin son téléphone pour écouter. Comme vous le savez, commença monsieur Henderson d'une voix rauque, le décès de Frank a été soudain. Cependant, il a récemment mis à jour son testament. Le document que j'ai ici a été signé, attesté et notarié exactement 2 semaines avant qu'il ne tombe dans le coma. Ma tête s'est redressée brusquement. 2 semaines ? Elle chuchotait, la voix brisée. Mais papa était sous forte médication à ce moment-là. Il était confus. Il m'a appelé par le nom de ma mère 2 fois cette semaine-là. Il n'avait pas les idées claires. Les yeux de Meredith se sont plissés. Ton père était parfaitement lucide, Tracy. N'insulte pas sa mémoire. Monsieur Henderson a soupiré, faisant glisser un épais document sur le bureau. J'ai exprimé des inquiétudes quant à sa capacité à l'époque, Tracy, mais Meredith a produit une note de médecin d'un praticien privé certifiant que Frank était sain d'esprit et de corps au moment de la signature. Légalement, le document est blindé. Sans fonds substantiels pour monter une contestation devant le tribunal des successions, il y a très peu de choses que l'on puisse faire. J'ai regardé l'avocat, puis Meredith. La prise de conscience m'a frappé comme un coup physique. Elle avait tout manigancé. Elle l'avait isolé quand il était le plus faible, avait manipulé sa confusion et obtenu la signature dont elle avait besoin avant que le coma ne lui ôte la parole. J'avais 18 ans. J'avais $300 sur mon compte courant et aucune connaissance du système juridique. Je regardais un vol se produire en plein jour, et j'étais complètement paralysé. Lisez-le, a ordonné Meredith, sa patience s'amenuisant. Monsieur Henderson a ajusté ses lunettes et a lu les clauses qui ont démantelé ma vie. La maison, l'entreprise de construction, les comptes d'épargne, les voitures. Tout a été transféré à Meredith, avec Kyle désigné comme bénéficiaire secondaire. Et pour ma fille Tracy, a lu monsieur Henderson, sa voix tombant à un murmure, je laisse le contenu du coffre-fort se terminant par 402. Meredith n'a pas attendu qu'il ait fini. Elle a plongé la main dans son sac de créateur et en a sorti une petite enveloppe beige. Elle ne me l'a pas tendue, elle l'a jetée sur la table basse d'un coup de poignet. Elle a glissé sur le bois poli et s'est arrêtée juste devant moi. « Ouvre-la » a-t-elle ricané. Mes doigts étaient comme de la glace alors que je déchirais le seau. À l'intérieur se trouvait un seul morceau de papier, une obligation d'épargne de série I, d'une valeur nominale de $1200. Je l'ai fixé, incapable de comprendre la cruauté. Mon père avait bâti un empire. Et ça? Ce morceau de papier valait moins que ce qu'il dépensait pour un dîner d'affaires. Papa n'aurait pas fait ça, ai-je suffoqué, les larmes coulant enfin. Il ne m'aurait pas laissé avec rien. Meredith s'est levée, me dominant, le masque de la veuve éplorée complètement disparu. Il savait que tu étais inutile, Tracy. Il savait que tu n'arriverais jamais à rien sans ses aumônes. Cette obligation. C'est exactement assez pour payer la caution et le premier mois de loyer d'un appartement bon marché en ville. Elle a pointé un doigt manucuré vers la porte d'entrée. Cette maison nous appartient à Kyle et à moi maintenant. Tu es en violation de propriété. Je veux que toi et tes déchets soyez hors de ma vue d'ici 1 heure. J'ai regardé monsieur Henderson en silence, implorant de l'aide. Il a fermé sa mallette et a baissé les yeux sur ses chaussures. Je suis désolé, Tracy, a-t-il chuchoté. La loi, c'est la loi. Un flash de lumière soudain m'a fait sursauter. Je me suis retourné pour voir Kyle près de la porte, son téléphone tenu à l'horizontale, l'objectif de la caméra pointé directement sur mon visage strié de larmes. Il m'enregistrait. Souris, sœurette, Harry Kyle, le son grinçant et malveillant. Je diffuse ça aux potes.
Déballage de ma nouvelle chambre. Ça va être un succès viral. Regardez-la. Elle pensait vraiment qu'elle allait avoir l'entreprise. Il a zoomé sur mes mains tremblantes, tenant la pathétique obligation. Au revoir, grande sœur. Fais attention que la porte ne te frappe pas en sortant. L'humiliation, brûlante et aveuglante, a déferlé dans mes veines, consumant le chagrin. Je me suis levé, m'essuyant le visage avec le dos de la main. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. J'ai regardé Meredith, qui souriait avec une satisfaction froide, et Kyle, qui souriait comme un chacal derrière son écran. J'ai ramassé l'obligation et les fourré dans ma poche. Je suis passé devant eux, heurtant délibérément l'épaule de Kyle assez fort pour le faire trébucher, bien qu'il ait simplement ri plus fort. Je suis monté, j'ai fait une seule valise avec mes vêtements et les quelques photos de mon père que Meredith n'avait pas encore jetées à la poubelle. Je n'ai pas jeté un regard en arrière à la chambre où j'avais grandi. Je suis sorti par la porte d'entrée dans le froid mordant du soir, le vent fouettant mes cheveux sur mon visage. Alors que la lourde porte en chêne claquait derrière moi, enclenchant la serrure avec un clic définitif, j'ai fait un vœu silencieux au ciel gris. Il voulait que je sois pathétique. Il voulait que je disparaisse. Je survivrais à ça juste pour les contrarier. Le temps ne s'écoulait pas en jours ou en mois, il se mesurait au durcissement progressif de ma peau. Les mains douces et manucurées de la jeune fille de 18 ans qui avait traîné une valise dans la neige avaient disparu. À leur place se trouvaient les mains d'une étrangère, les paumes épaissies par des callosités qui ressemblaient à du cuir brut, les articulations enflées en permanence par le froid, et les ongles coupés courts pour les empêcher de s'arracher en saisissant de l'acier rouillé. 8 ans m'avaient broyée et reconstruite en quelque chose de complètement différent. Le port de Baltimore était un monde d'acier gris et de vent glacial, un endroit où l'océan Atlantique rencontrait la saleté industrielle de la ville. Je travaillais de nuit au Terminal 4, un entrepôt logistique qui sentait perpétuellement les vapeurs de diesel, les algues en décomposition et les corps non lavés. C'était un endroit où la faiblesse était flairée et exploitée. Et être la seule femme de l'équipe de nuit signifiait que j'avais une cible peinte dans le dos chaque fois que je pointais. Et, princesse, arrête de rêvasser et amène-toi. La voix a retenti par-dessus le cliquetis des tapis roulants. C'était Miller, le contremaître de l'équipe. C'était une montagne d'hommes avec un visage rouge et une personnalité qui semblait tirer son plaisir uniquement de me rendre la vie misérable. Il détestait que je sois là. Il détestait que je n'ai pas démissionné après la première semaine, et il détestait que je ne bronche pas quand il criait. Je me suis dirigé vers la baie 16, gardant mon visage impassible. Miller se tenait à côté d'une palette qui avait été empilée dangereusement avec des pièces de machines industrielles. Les caisses étaient mal alignées, penchant précairement vers la gauche. C'était une faiseuse de veuve, une charge qui pouvait facilement basculer et écraser quiconque assez stupide pour essayer de la déplacer sans la réempiler. On a besoin de ça sur le quai de chargement dans 5 minutes, a dit Miller, crachant du jus de tabac dans un gobelet en polystyrène. Il a souri narquoisement, croisant ses bras massifs. Sauf si c'est trop lourd pour toi. Peut-être que tu devrais aller trouver un bon travail de bureau à classer les papiers. Ce n'est pas un travail pour une petite chose délicate comme toi. Les autres hommes de l'équipe ont arrêté ce qu'ils faisaient, s'appuyant sur leurs chariots élévateurs pour regarder le spectacle. Ils s'attendaient à ce que je me plaigne. Ils s'attendaient à ce que je demande de l'aide ou que j'exige que la charge soit réempilée pour des raisons de sécurité. C'est ce que l'ancienne Tracy aurait fait. Je n'ai pas dit un mot. Je n'ai même pas regardé Miller. J'ai fait le tour de la palette, évaluant le centre de gravité. C'était lourd, facilement 1000 livres, et l'inclinaison rendait impossible de le soulever avec un cric standard sans le faire basculer. Je suis allé à la cage à outils et j'ai pris un long pied de biche en acier et un bloc de bois. Je suis retourné à la palette, ignorant le ricanement de Miller. J'ai coincé le bois sous le coin de la caisse la plus lourde, enfonçant le pied de biche dans l'espace. La physique était le grand égalisateur. Je n'étais pas plus forte que ces hommes, mais j'avais appris à être plus intelligente. J'ai appliqué mon poids sur le levier, utilisant l'élan pour déplacer la caisse du bas de seulement 2 pouces vers la droite. Grincement. Le bois a craqué, et la pile s'est déplacée. Je suis allé de l'autre côté et j'ai répété le processus. La sueur perlait à la racine de mes cheveux malgré le courant d'air glacial qui soufflait par les portes ouvertes de la baie. D'un dernier effort, la tour penchée de caisse s'est remise en place dans un alignement vertical stable avec un bruit sourd.
J'ai repoussé le bloc de bois d'un coup de pied, j'ai glissé le transpalette manuel en dessous et j'ai pompé la poignée. La charge s'est élevée en douceur. Je l'ai tiré devant Miller, dont le sourire narquois avait disparu, remplacé par une grimace d'agacement. C'est en route, ai-je dit, ma voix plate et dépourvue d'émotion. Je n'ai pas attendu sa réponse. Je n'avais pas besoin de son approbation. J'avais juste besoin de son salaire. 2 heures plus tard, la sonnerie du déjeuner a retenti, signalant la trêve de 30 minutes du froid. La salle de pause était une boîte miteuse avec des néons vacillants et des distributeurs automatiques qui volaient vos pièces la moitié du temps. Je me suis assise à l'extrémité de la plus longue table, sirotant une soupe tiède dans un thermos, gardant la tête baissée. La télévision fixée dans le coin diffusait les nouvelles locales de WB. Habituellement, ce n'était qu'un bruit de fond, des bulletins météo et des résultats sportifs, mais un logo familier à l'écran m'a glacé le sang pendant une fraction de seconde. L'enquête se poursuit sur Franquès Construction après l'effondrement d'un échafaudage sur le site de réaménagement du centre-ville. Je me suis figé, ma cuillère en suspens à mi-chemin de ma bouche. Le journaliste se tenait devant un site que je reconnaissais, l'un des projets pour lesquels mon père avait soumissionné juste avant de mourir. Mais maintenant, le site ressemblait à une zone sinistrée. L'écran est passé à un clip d'une Meredith frénétique, paraissant beaucoup plus âgée et plus débraillée que dans mes souvenirs, protégeant son visage des caméras alors qu'elle se hâtait de monter dans un VUS noir. Des allégations de salaires impayés et de violation de la sécurité ont tourmenté l'entreprise autrefois réputée au cours des 3 dernières années, a poursuivi le présentateur. Des sources disent que l'entreprise opère actuellement sous une surveillance intense des régulateurs de l'État et des créanciers. Regarde ça, a grogné l'un des types à la table voisine, pointant son sandwich vers l'écran. Les riches qui rognent sur les dépenses pour économiser $1, et c'est le travailleur qui se blesse. J'espère qu'ils lui feront payer. Ouais, a répondu un autre type. J'ai entendu dire qu'ils n'ont pas payé leurs sous-traitants depuis des mois. La dame qui dirige ça est une escroc. J'ai lentement baissé ma cuillère. À l'intérieur, une tempête aurait dû faire rage. J'aurais dû ressentir de la colère qu'elle détruise l'héritage de mon père. J'aurais dû ressentir de la tristesse que le nom Franquès Construction, qui signifiait autrefois l'intégrité dans cette ville, soit maintenant synonyme de négligence. Mais je ne ressentais rien. C'était comme si je regardais un documentaire sur des étrangers. Cette vie, la vie des salles de conseil, des chantiers de construction et des dîners de famille, était morte. Meredith et Kyle n'étaient que des fantômes hantant un cimetière. J'avais cessé de le visiter. Et, Tracy, m'a interpellé le type. Tu as déjà entendu parler de ces gens? Franquès Construction. J'ai pris une longue gorgée de ma soupe, le goût métallique dans ma bouche. Non, ai-je menti, la voix stable. Jamais entendu parler d'eux. J'ai terminé mon service en silence, l'épuisement physique engourdissant mon esprit. Quand le soleil a finalement commencé à se lever, peignant le port de teintes grises et sombres, j'ai ramené mon camion Ford rouillé à l'appartement en sous-sol que je louais dans une maison en rangée délabrée à la périphérie de la ville. L'appartement était humide, sentant le moisi et les vieilles canalisations. C'était un trou dans le sol, mais c'était mon trou. J'ai jeté mes clés sur la table bancale et me suis assise sur le bord du matelas qui me servait de lit. J'ai tendu la main sous le cadre du lit et j'ai sorti une vieille boîte à chaussures cabossée. C'est là que je gardais les quelque chose qui comptaient, mon certificat de naissance, ma carte de sécurité sociale et une seule photo de mon père. Et tout au fond, enterré sous les papiers, se trouvait l'enveloppe. J'ai sorti l'obligation d'épargne de série. Le papier avait jauni au fil des ans, les bords légèrement effilochés. Je ne l'ai pas regardé avec espoir. Je ne l'ai pas considéré comme un filet de sécurité financier. Pour moi, ce morceau de papier était une cicatrice. C'était la manifestation physique du moment où on m'a dit que je ne valais rien. Chaque fois que je voulais abandonner, chaque fois que le froid à l'entrepôt semblait insupportable, chaque fois que je voulais pleurer de solitude, je regardais cette obligation. Elle me rappelait le rire de Meredith. Elle me rappelait l'appareil photo de Kyle. Elle me rappelait que j'avais été jeté comme un déchet. J'ai passé mon pouce calleux sur le numéro de série, sentant la texture du papier. Je la gardais non pas parce que j'avais l'intention de l'utiliser, mais parce que j'avais besoin de la haine. La haine était un carburant. C'était la seule chose qui me tenait chaud dans un monde qui avait essayé de me geler à mort. J'ai remis l'obligation dans la boîte et l'ai poussée sous le lit.
Je n'avais pas besoin de leur argent. Je survivais grâce à ma propre rancune. La pluie de novembre à Baltimore ne lavait pas les choses. Elle rendait juste la crasse plus glissante et le froid plus pénétrant. C'était un mardi soir, 3 jours avant que je ne me retrouve finalement dans le hall de Preston & Partners, bien que je ne le sache pas encore. Tout ce que je savais, c'est que mes bottes prenaient l'eau, que mon dos me faisait mal d'avoir déplacé de lourdes marchandises toute la nuit, et que je voulais juste dormir pendant 12 heures d'affilée. J'ai garé mon camion Ford rouillé dans la rue, évitant les profondes flaques que la ville ne se donnait jamais la peine de drainer dans ce code postal. J'ai descendu les marches étroites en béton jusqu'à mon appartement en sous-sol, cherchant mes clés dans l'obscurité parce que le détecteur de mouvement était grillé depuis des mois, et le propriétaire, Monsieur Russo, était trop avare pour le remplacer. C'est là que je l'ai vu. Un morceau de papier orange fluo vif était scotché à ma porte à hauteur des yeux. C'était violent contre la peinture grise écaillée, criant pour attirer l'attention dans la pénombre. Mon estomac s'est noué, une sensation que je ne connaissais que trop bien. C'était la réaction physique spécifique aux mauvaises nouvelles que j'avais développées au cours des 8 dernières années. J'ai arraché le papier de la porte et j'ai plissé les yeux pour le lire sous la lueur du lampadaire. Avis d'expulsion. Transfert de propriété. Démolition prévue. J'ai sauté le jargon juridique et je suis allé directement au texte en gras en bas. Le bâtiment avait été vendu à un promoteur. Il démolissait ses maisons en rangées pour construire des condominiums de luxe au bord de l'eau. Tous les locataires avec des baux au mois devaient quitter les lieux dans les 72 heures. 72 heures, ai-je chuchoté, les mots se transformant en brume blanche dans l'air glacial. Vous vous moquez de moi. J'ai déverrouillé la porte et l'ai claquée derrière moi, m'appuyant contre le bois humide alors que la panique commençait à monter dans ma poitrine comme une crue. Cet appartement était un trou. Oui, il y avait des cafards et des fenêtres qui laissaient passer l'air, mais c'était mon trou. Et il coûtait $800 par mois, un prix qu'il était pratiquement impossible de trouver ailleurs dans la ville maintenant. J'ai jeté mon sac par terre et j'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert l'application de location Zillow. Mes doigts raidis par le froid, j'ai cherché tout ce qui était disponible immédiatement. Les résultats ont été une gifle. Le studio le moins cher dans un quartier semi-sûr était affiché à $1 250 par mois, nécessitant un premier mois de loyer et une caution à l'avance. J'ai fait le calcul mental, même si je connaissais déjà la réponse. Caution, $1 250. Premier mois, $1 250. Total nécessaire immédiatement, $2500. J'ai ouvert mon application bancaire. Solde du compte courant, $512,43. Je me suis effondré sur le sol, portant toujours mon manteau mouillé. Il me manquait $2000. J'avais 3 jours pour trouver $2000, où je dormirais dans mon camion. Et étant donné les problèmes de transmission de mon camion, il ne resterait pas chaud longtemps. Le désespoir vous fait faire des choses que vous détestez. J'ai parcouru mes contacts, ignorant les collègues que je savais être aussi fauchés que moi. Je me suis arrêté sur le nom de Lana. C'était la seule personne à l'entrepôt que je considérais comme une amie. J'ai appelé. Elle a décroché à la 3e sonnerie, l'air ensommeillé. Tracy? Tout va bien? Il est 19 heures. Salut, Lana. Écoute, je suis désolé de te déranger, ai-je commencé, détestant le tremblement dans ma voix. Mon propriétaire vient de me donner un avis d'expulsion. Ils démolissent le bâtiment. J'ai besoin d'un endroit où dormir pendant une semaine, juste le temps de recevoir ma prochaine paie et de trouver un logement. Je peux dormir par terre. Il y a eu un long silence gêné à l'autre bout du fil. Oh, Tracy. Bon sang, je dirais oui sans hésiter, a dit Lana, sa voix suintant de culpabilité sincère. Mais ma sœur et ses 2 enfants viennent de revenir hier parce qu'elle a quitté son mari. On est déjà 4 dans une pièce. Il n'y a littéralement plus de place par terre. D'accord. Non, je comprends. Ne t'en fais pas, ai-je dit rapidement, essayant de sauver la face. Tu as besoin de quelques dollars, a-t-elle offert. Ça va. Je vais me débrouiller. Merci, Lana. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse entendre le mensonge dans ma voix. J'ai essayé 2 autres numéros, une ancienne colocataire et un type à qui j'achetais des pièces de rechange pour voiture. Pas de réponse. J'étais de nouveau seul. Tout comme cette nuit-là dans la neige, il y a 8 ans.
Le silence de l'appartement semblait lourd, m'écrasant. Mes yeux se sont égarés vers le coin de la pièce, vers l'espace sous mon cadre de lit en métal. Non, ai-je pensé, pas ça. Je suis restée assise là pendant 1 heure, frissonnant alors que la température dans l'appartement chutait. J'ai pensé au refuge du centre-ville, surpeuplé et dangereux. J'ai pensé à dormir dans mon camion sur le parking de Walmart, en espérant que la police ne vienne pas frapper à la fenêtre. Puis j'ai pensé à Meredith. J'ai pensé à comment elle devait dormir dans un lit king-size chaud dans la maison de mon père en ce moment même. Si je dormais dans la rue, elle gagnait. Si je mourais de faim, elle gagnait. Je me suis levé, je suis allé au lit et j'ai sorti la boîte à chaussures. J'ai ouvert le couvercle. L'obligation de série y était là, innocente et haineuse. Je l'ai ramassée. Valeur nominale 1200 $. Je me suis assise à ma table de cuisine bancale et j'ai pris un stylo et une serviette en papier. Je devais être rationnel. Je devais être une mathématicienne, pas une victime. D'accord, me suis-je marmonné. Ça fait 8 ans. Les obligations de série y rapportent des intérêts basés sur l'inflation. Si le taux était en moyenne de 3 ou 4%. J'ai griffonné les chiffres. L'obligation ne serait pas une fortune, mais avec 8 ans d'intérêts composés, elle pourrait valoir environ 1400 ou 1500 $ maintenant. J'ai regardé à nouveau mon solde bancaire, 500 $. J'ai regardé l'obligation, 1500 $. Ma prochaine paie était due dans 4 jours, 900 $. Total, 2900 $. C'était suffisant. C'était juste assez pour payer la caution et le premier mois de loyer d'un nouvel endroit. J'ai fixé l'obligation, sentant une vague de nausée. Utiliser cet argent, c'était comme accepter son insulte. C'était comme admettre que l'argent du bus qu'elle m'avait jeté était réellement nécessaire à ma survie. C'était comme manger les miettes qu'elle avait balayées de sa table. Mais alors, un courant d'air glacial est passé sous la porte, faisant trembler la vie d'expulsion. J'ai serré la mâchoire. La survie n'était pas une question de fierté. La survie consistait à rester en vie assez longtemps pour se battre un autre jour. Je n'acceptais pas sa charité. J'encaissais la seule chose que mon père avait été autorisé à me donner. Très bien, ai-je chuchoté à la pièce vide. Tu gagnes cette manche, Meredith. J'utiliserai l'argent. J'ai plié soigneusement l'obligation et je l'ai mise dans mon sac à main à côté de ma carte d'identité. J'irai au quartier financier à la 1re heure demain matin. Je ne m'attendais pas à un miracle. Je ne m'attendais pas à être riche. J'attendais juste la juste valeur marchande pour 8 années de douleur. Le silence perçant qui a suivi l'appel téléphonique du courtier a semblé aspirer tout l'oxygène du hall. Je suis resté figé, ma main planant au-dessus du comptoir, terrifié à l'idée que des agents de sécurité allaient me tomber dessus. Le mot restreint brûlait encore sur l'écran, une accusation numérique que j'avais fait quelque chose de mal. Quelques instants plus tard, les lourdes portes en verre à l'arrière de l'agence se sont ouvertes. Un homme d'une 60aine d'années est sorti, dépassant la file de clients impatients. Il portait un costume 3 pièces anthracite qui lui allait avec le genre de précision que l'argent peut acheter, et ses cheveux argentés étaient sévèrement peignés en arrière. C'était Monsieur Preston. Je le reconnaissais vaguement des photos de la section affaires du journal, le genre d'homme qui faisait bouger les marchés d'un murmure. Il n'a pas regardé le caissier tremblant. Il m'a regardé droit dans les yeux, plissant les siens derrière des lunettes sans monture alors qu'il scannait mon manteau usé et mes bottes boueuses. Puis son regard est tombé sur le morceau de papier abîmé sur le comptoir. Il a tendu la main, son mouvement lent et délibéré, et a ramassé l'obligation de série. Il ne l'a pas traité comme un déchet. Il la tenait par les bords avec une étrange révérence, vérifiant le numéro de série par rapport à quelque chose dans sa mémoire. « Mademoiselle Tracy » a-t-il demandé, sa voix basse mais autoritaire. « Oui » ai-je réussi à articuler, mon cœur martelant contre mes côtes. « Écoutez, s'il y a un problème, je peux partir. » Je ne savais pas que c'était. « Il n'y a aucun problème » a interrompu Monsieur Preston, son ton s'adoucissant instantanément. « Mais nous ne pouvons pas effectuer cette transaction à un guichet public. Veuillez venir avec moi. » Il a fait un geste vers les bureaux vitrés à l'arrière. Le caissier m'a regardé avec une stupéfaction bouche bée alors que le directeur de l'agence lui-même me tenait la porte. J'ai traversé, consciente de chaque regard dans la pièce qui se braquait sur mon dos.
Le bureau de Monsieur Preston était un sanctuaire de silence. Les murs de verre épais coupaient complètement le bruit du hall. Il m'a fait signe de m'asseoir dans un fauteuil en cuir plus doux que mon matelas à la maison. Puis il est passé derrière son bureau en acajou et a placé l'obligation au centre du sous-main. Il n'a pas parlé immédiatement. Il a tapé une longue série de commandes sur son ordinateur, son visage illuminé par la lueur bleue de l'écran. « Savez-vous ce que vous tenez, Tracy » a-t-il demandé sans lever les yeux. « C'est une obligation d'épargne » ai-je dit, agrippant les accoudoirs pour empêcher mes mains de trembler. Mon père me l'a laissée. Elle vaut 1 200 $ plus les intérêts. J'ai vérifié les taux en ligne. Monsieur Preston a arrêté de taper. Il a enlevé ses lunettes et m'a regardé avec une expression de profonde pitié mêlée de respect. Non, Tracy, c'est ce à quoi cela ressemble pour le reste du monde. C'est ce à quoi cela ressemblait pour votre belle-mère. Il s'est penché en avant, entrelaçant ses doigts. Dans le monde financier, nous appelons cela un identifiant par procuration. L'obligation physique est réelle, oui, mais sa valeur est négligeable. Son véritable but est le numéro de série imprimé à l'encre rouge dans le coin inférieur droit. J'ai froncé les sourcils, la confusion luttant avec l'adrénaline dans mon sang. Je ne comprends pas. Il y a 8 ans, 2 mois avant le décès de votre père, il est venu me voir, a expliqué tranquillement Monsieur Preston. Frank savait qu'il était mourant, et il savait exactement ce qu'il adviendrait de sa succession une fois qu'il serait parti. Il savait que Meredith utiliserait toutes les failles juridiques pour s'emparer de l'entreprise et de la maison. Il savait qu'il ne pouvait pas l'arrêter sans un divorce compliqué qui détruirait la valeur des actions de l'entreprise avant sa mort. Mon souffle s'est coupé dans ma gorge. Entendre son nom, entendre qu'il savait, c'était comme un couteau qui se tordait dans mes entrailles. Alors Frank a fait quelque chose de brillant et d'incroyablement risqué, a poursuivi Monsieur Preston. Il a discrètement liquidé sa participation personnelle de 49% dans la classe privilégiée des actions de l'entreprise. C'était des actions silencieuses, non négociées publiquement, donc la vente n'a pas déclenché de divulgation publique. Il a pris ce capital et l'a placé dans une fiducie sans droit de regard. Une fiducie, ai-je chuchoté. Une fiducie sans droit de regard est un arrangement financier où le bénéficiaire, vous, n'a aucune connaissance des actifs et le fiduciaire, moi, a une discrétion totale sur les investissements, a-t-il clarifié. Votre père a lié le code d'accès de cette fiducie au numéro de série de cette obligation spécifique. Il m'a ordonné que le compte reste verrouillé et invisible pendant exactement 8 ans à compter de la date d'émission. Pourquoi 8 ans, ai-je demandé, la voix tremblante. Pourquoi m'a-t-il laissé mourir de faim pendant 8 ans? Parce qu'il connaissait sa femme, a dit sombrement Monsieur Preston. Il a prédit qu'il faudrait entre 5 et 7 ans à Meredith pour mener l'entreprise à la faillite et dépenser l'argent liquide. Si vous aviez reçu cet argent à l'époque, elle vous aurait poursuivi en justice pour cela, prétendant que c'était un bien matrimonial. Elle vous aurait embourbé dans les tribunaux jusqu'à ce que vous soyez en faillite. Frank voulait s'assurer qu'au moment où vous y accéderiez, Meredith serait impuissante et vous seriez forgé. Il a tourné l'écran de l'ordinateur vers moi. Le capital initial de la vente des actions était de 4 millions de $. Au cours des 8 dernières années, j'ai investi agressivement ce principal dans un portefeuille diversifié d'actions technologiques à haut rendement et de fonds indiciels, en composant les intérêts annuellement. J'ai regardé l'écran. Les chiffres étaient noirs sur fond blanc, nets et indéniables. Titulaire du compte, Tracy censuré. Statut, actif. Non restreint. Solde actuel, 6 540 112,43 $. La pièce semblait tourner. J'ai agrippé le bord du lourd bureau, mes jointures devenant blanches. 6,5 millions de $. J'ai regardé le nombre, puis mes bottes boueuses. J'ai pensé aux nouilles ramen que j'avais mangées pour le dîner tous les soirs pendant 1 mois. J'ai pensé aux nuits glaciales dans ma voiture quand le chauffage est tombé en panne. J'ai pensé au contremaître Miller qui se moquait de moi hier. J'avais été multimillionnaire tout en nettoyant des sols d'entrepôt. C'est réel, ai-je suffoqué. C'est 100% liquide, a affirmé Monsieur Preston. Depuis ce matin, la clause de maturité de 8 ans a expiré. L'argent est à vous. Vous pouvez le transférer, le retirer, ou le brûler si vous le souhaitez. Je n'ai pas pleuré. Je pensais que je le ferais, mais les larmes ne sont pas venues. À la place, une vague de chaleur a commencé dans ma poitrine et s'est propagée jusqu'au bout de mes doigts.
C'était de la colère, une colère pure, juste, volcanique. Mon père ne m'avait pas abandonné. Il m'avait caché. Il m'avait enveloppé dans un déguisement de pauvreté pour me protéger des vautours. Il avait enduré la pensée de la souffrance de sa fille parce qu'il savait que c'était le seul moyen de s'assurer que je gagnerais la guerre à la fin. Il avait joué le méchant dans mon histoire pour que je puisse survivre assez longtemps pour devenir l'héroïne. J'ai tendu la main et j'ai touché l'écran, traçant la virgule dans le chiffre de 6 millions de dollars. La prise de conscience m'a submergé, le prix du billet de bus que Meredith m'avait jeté n'était pas une insulte. C'étaient les clés du royaume, et elle les avait tenues dans sa main. Elle avait tenu 6 millions de dollars dans sa main manucurée et les avait jetés parce qu'elle était trop arrogante pour voir la valeur de quelque chose qui semblait petit. L'ironie était si vive qu'elle m'a presque fait rire. Monsieur Preston, ai-je dit, ma voix se stabilisant, perdant le tremblement de la jeune fille effrayée qui était entrée 5 minutes auparavant. Je l'ai regardé, les yeux secs et durs. Vous avez dit que le compte est non restreint. Complètement, a-t-il hoché la tête. Et vous gérez des portefeuilles d'investissement? C'est ma fonction principale, oui. Je me suis rassise dans le fauteuil en cuir, l'épuisement des 8 dernières années s'évaporant, remplacé par une poussée d'adrénaline qui a aiguisé mes sens. Je n'étais plus une simple ouvrière d'entrepôt. J'étais la femme qui détenait le billet gagnant. Alors nous avons du travail à faire, ai-je dit, ma voix baissant d'un octave, froide et précise. Parce que je ne veux pas seulement l'argent. Je veux savoir exactement dans quel genre de difficultés financières se trouve Meredith en ce moment. Pouvez-vous le découvrir? Monsieur Preston a souri, une petite expression de requin qui m'a dit qu'il attendait ce moment tout autant que moi. Tracy, a-t-il dit, tapant quelques touches pour ouvrir une nouvelle fenêtre remplie de données de saisie. Je surveille le déclin de Frances Construction depuis des années. Je peux vous dire exactement qui détient sa dette. En fait, notre banque en détient une part importante. Les chiffres à l'écran, le dossier de saisie de Meredith, brillaient d'une intensité rouge vive qui correspondait à la fureur silencieuse qui brûlait dans ma poitrine. Monsieur Preston s'est adossé à son fauteuil, les doigts joints, me regardant traiter l'information qu'il venait de tirer de la base de données interne de la banque. Liquidité, ai-je dit, le mot semblant lourd et étranger sur ma langue. J'ai détourné les yeux de l'écran et je l'ai regardé directement. J'ai besoin de connaître la logistique, monsieur Preston. Est-ce que cet argent est bloqué dans des actions? Dois-je attendre des semaines pour vendre des parts? Si je veux agir, puis-je le faire aujourd'hui? Monsieur Preston a hoché la tête professionnellement. Les termes de la fiducie sans droit de regard étaient très spécifiques. À la date de maturité de 8 ans, qui était hier, toutes les positions à haut risque ont été automatiquement converties en équivalent de trésorerie et en bons du trésor. Le fonds est 100% liquide, Tracy. Vous avez un accès immédiat à la totalité des 6,5 millions de dollars. Vous pouvez le virer, le retirer ou acheter des actifs avec des maintenant. Bien, ai-je chuchoté. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la baie vitrée, regardant l'horizon gris de Baltimore. Quelque part là-bas, dans le froid glacial, Meredith était assise dans la maison de mon père, probablement terrifiée par le téléphone qui sonne, se noyant dans le désordre qu'elle avait créé. Parlez-moi de la dette, ai-je dit, lui tournant le dos. Elle est catastrophique, a répondu monsieur Preston, cliquant avec sa souris pour ouvrir un grand livre détaillé. Meredith a refinancé le domaine 3 fois au cours des 5 dernières années. Initialement, elle a prétendu que c'était pour moderniser l'équipement de l'entreprise de construction. En réalité, la comptabilité judiciaire suggère que le capital a été utilisé pour couvrir les pertes d'exploitation et d'importantes dépenses personnelles. Il a fait une pause, baissant légèrement la voix. Et puis il y a les dettes de jeu. Il semble qu'elle ait utilisé les actifs de l'entreprise comme garantie pour couvrir les dettes de votre frère Kyle. Ils ont cessé de payer les mensualités du prêt hypothécaire il y a 6 mois. La banque a envoyé l'avis de défaut de paiement il y a 90 jours. La clause d'accélération a été déclenchée. Je me suis retourné. Ce qui signifie? Cela signifie que la banque n'accepte plus les paiements partiels, a expliqué monsieur Preston. Ils exigent le solde total du prêt immédiatement, ou ils prennent la propriété. La vente par le shérif est prévue pour le mois prochain. Elle ira à une vente aux enchères publiques. Une vente aux enchères publiques, ai-je répété en secouant la tête. Non, ce n'est pas suffisant. Si la maison allait aux enchères, un promoteur anonyme l'achèterait,
la rénoverait et la revendrait pour un profit. Meredith et Kyle seraient expulsés par des étrangers. Ils seraient des victimes de l'économie, des figures tragiques qui ont perdu leur maison à cause du système. Je ne voulais pas qu'ils soient des victimes du système. Je voulais qu'ils sachent exactement pourquoi cela se produisait. Je voulais les regarder dans les yeux. Je suis retourné au bureau et j'ai posé mes mains calleuses sur la surface en acajou poli. Je ne veux pas attendre la vente aux enchères. Je veux la maison, mais plus important encore, je veux le levier. J'ai montré le dossier sur son écran. Monsieur Preston, votre banque détient ce titre, n'est-ce pas? Vous êtes le créancier principal. Techniquement, oui. Preston & Partners gère le portefeuille qui détient l'hypothèque. Alors vendez-le-moi, ai-je dit, la voix stable et froide. Je ne veux pas rembourser son hypothèque. Je veux acheter l'hypothèque. Je veux acheter le titre de créance non performant. Monsieur Preston a haussé un sourcil, une lueur de surprise perçant son masque professionnel. Vous voulez devenir le prêteur, Tracy? C'est une demande inhabituelle pour un particulier. Habituellement, nous vendons ces créances douteuses à des agences de recouvrement ou à des fonds spéculatifs. J'ai 6 millions de dollars dans votre banque, ai-je rétorqué en me penchant. Cela fait de moi un fonds spéculatif d'une seule personne. Si j'achète le titre, la banque récupère son argent instantanément, principal plus intérêt, sans les tracas d'une bataille juridique ou des frais d'enchères. C'est une sortie propre pour vous, et pour moi, cela me donne le droit légal de faire exécuter la saisie moi-même. Monsieur Preston m'a regardé un long moment. Il semblait réévaluer la femme qui se tenait devant lui. Il ne voyait plus l'ouvrière d'entrepôt aux bottes boueuses. Il voyait la fille de Frank. Il voyait le sens aigu des affaires qui avait sauté une génération pour atterrir carrément dans mon ADN. Vous comprenez ce que cela signifie, a-t-il demandé doucement. Si vous possédez le titre, vous vous mettez à la place de la banque. Vous avez le pouvoir d'expulser. Vous avez le pouvoir de saisir des actifs. Vous devenez la méchante dans son récit. Elle a fait de moi la méchante il y a 8 ans quand elle m'a jeté dehors dans la neige, ai-je répondu sans hésitation. Je ne fais que réécrire la fin. Monsieur Preston s'est permis un petit sourire sombre. Il a tapé une commande rapide et a appuyé sur le bouton de l'interphone de son téléphone. Suzanne, apportez-moi les documents de transfert pour une cession de créance et mettez le service juridique en ligne. Nous exécutons une vente du titre sterling à un investisseur privé. Exécution prioritaire. Je veux que ce soit fait avant la fermeture des bureaux aujourd'hui. Il a levé les yeux vers moi. Nous allons créer une SARL, une société à responsabilité limitée, pour détenir la dette, juste pour garder votre nom hors des documents initiaux jusqu'à ce que vous soyez prête à vous révéler. Nous pouvons l'appeler Phoenix Holdings. Non, ai-je dit, en fouillant dans ma poche et en sortant l'obligation d'épargne froissée. Je l'ai aplati sur le bureau une dernière fois. Appelez-la le groupe 402. C'était le numéro du coffre-fort qu'elle prétendait être vide. Le groupe 402, a convenu Monsieur Preston en le tapant. Excellent. Pendant l'heure qui a suivi, le bureau a été en effervescence. Des contrats ont été rédigés, examinés et imprimés. J'ai signé mon nom encore et encore, chaque signature ressemblant à un coup de marteau, enfonçant un clou dans le cercueil de Meredith. Transfert de fonds autorisé. Cession d'hypothèque exécutée. Titre de propriété transféré. Lorsque le dernier tampon a frappé le papier, le soleil avait commencé à se coucher, projetant de longues ombres sur le bureau. Monsieur Preston m'a tendu un épais dossier portant le sceau de la banque. C'est fait, a-t-il annoncé. À compter de 16 heures aujourd'hui, Meredith et Kyle ne vivent plus dans une propriété appartenant à la banque. Ils vivent dans votre propriété. L'avis de saisie est déjà actif. Vous avez le droit de sécuriser les lieux immédiatement. J'ai pris le dossier. Il semblait lourd, non pas de papier, mais de justice. Merci, Monsieur Preston, ai-je dit. Vous avez été très utile. Une dernière chose, Tracy, a-t-il dit alors que je me tournais pour partir. Le processus d'expulsion. Ça peut être laid, émotionnel. Êtes-vous sûr de vouloir être là personnellement? Je peux envoyer le shérif avec un avocat. Je me suis arrêté à la porte, la main sur la poignée en laiton. J'ai pensé au contremaître à l'entrepôt qui se moquait de moi. J'ai pensé aux nuits froides dans mon appartement en sous-sol.
J'ai pensé à l'expression sur le visage de Meredith quand elle m'a dit que je ne valais rien. J'apprécie votre sollicitude, ai-je dit, en le regardant avec des yeux secs et déterminés. Mais j'ai attendu 3000 jours pour ce rendez-vous. Je ne le manquerai pour rien au monde. Je suis sorti du bureau et dans l'air froid du soir de Baltimore. Le vent me mordait le visage comme il l'avait fait il y a 8 ans, mais cette fois, je ne sentais pas le froid. Je me sentais invincible. J'ai marché jusqu'à mon camion rouillé, j'ai jeté le dossier sur le siège passager et j'ai démarré le moteur. Il a tout sauté et crachoté avant de rugir. Je ne retournais pas à l'entrepôt ce soir. Je ne retournais pas au sous-sol. J'avais un arrêt à faire, pour aller chercher le shérif, et ensuite, je rentrais à la maison. Les lumières bleues et rouges clignotantes du véhicule du shérif fendaient la neige tourbillonnante, peignant la façade de ma maison d'enfance de touches alternées de violence et d'autorité. C'était approprié, pensais-je, assise sur le siège passager de mon camion Ford rouillé, garé juste en face. La maison, autrefois le joyau du quartier, ressemblait à une bête mourante. La peinture s'écaillait en longues bandes grises. Les haies étaient envahies par la végétation et étouffées par les mauvaises herbes, et l'un des volets avant pendait de travers à une charnière rouillée. Meredith n'avait pas seulement volé l'héritage de mon père, elle l'avait laissé pourrir. J'ai regardé 2 adjoints en uniforme remonter l'allée, leurs bottes crissant bruyamment sur la glace. Le shérif Miller, sans lien de parenté avec le contremaître qui me tourmentait à l'entrepôt, a frappé sur la lourde porte en chêne avec un poing ganté. Bang! 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 Département du shérif, ouvrez. Il a fallu une minute entière avant que la porte ne soit ouverte brusquement. Meredith se tenait là, enveloppée dans une robe de chambre en soie qui avait connu des jours meilleurs, ses cheveux en un désordre chaotique de nœuds blonds décolorés. Elle ne ressemblait pas à la reine impérieuse qui m'avait banni il y a 8 ans. Elle avait l'air acculée, hagarde et visiblement ivre. Quelle est la signification de tout ça? Sa voix a crié, portant clairement à travers la rue silencieuse et enneigée où les voisins tiraient déjà leurs rideaux pour regarder le spectacle. Vous savez quelle heure il est? Je vais poursuivre tout le département pour harcèlement. Madame, nous exécutons un mandat de prise de possession, a déclaré calmement le shérif, brandissant un document estampillé du sceau du tribunal. La saisie de cette propriété a été finalisée. L'avis de quitter les lieux vous a été signifié il y a 90 jours. Votre temps est écoulé. Cet avis est invalide, a crié Meredith, se précipitant dans le hall pour attraper une pile de papiers froissés sur une table de couloir. Elle les a agités au visage du shérif. J'ai parlé au vice-président de Preston & Partners la semaine dernière. Il m'a promis une prolongation. Il a dit que tant que je paierai les intérêts avant la fin du mois, je pourrai rester. Vous n'avez aucun droit d'être ici. Derrière elle, Kyle a trébuché dans l'embrasure de la porte. Il portait un pantalon de pyjama et un casque autour du cou, l'air pâle et inutile. Maman, dit l'heure de partir. Je suis au milieu d'un match classé. Le shérif n'a pas bougé. Il a regardé Meredith avec la patience lasse d'un homme qui avait entendu toutes les excuses possibles. Madame, cet arrangement était avec la banque, mais la banque ne possède plus votre hypothèque. La dette a été vendue hier à une entité privée. Le nouveau créancier a exercé son droit de possession immédiate. Ils ont refusé votre demande de prolongation. Meredith s'est figée, la bouche bée. Vendu? Vendu à qui? Qui achèterait ce gâchis? Le groupe 402, a lu le shérif sur les documents. Et l'associé gérant demande que les lieux soient libérés immédiatement. Meredith a cligné des yeux, confuse. 402. Qu'est-ce que c'est? J'ai ouvert la portière de mon camion. La charnière rouillée a grincé, un son qui a tranché la tension comme un couteau. Je suis sorti sur l'asphalte, le vent froid fouettant mon manteau autour de mes jambes. J'ai traversé lentement la rue, mes bottes faisant écho au rythme des battements de mon cœur. Justice, justice, justice. Meredith a plissé les yeux dans l'obscurité, essayant de distinguer la silhouette qui s'approchait d'elle. Quand je suis entré dans le cercle de lumière projeté par la lanterne du Porsche, elle a halté. Sa main a volé à sa bouche. Tracy, a-t-elle chuchoté, la voix tremblante. Kyle l'a bousculée, les yeux écarquillés. Tracy? La fille de l'entrepôt? Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne lui ai pas répondu. J'ai remonté l'allée jusqu'à ce que je me tienne au bas des marches du Porsche, les regardant.
Pendant 8 ans, j'avais regardé cette maison avec désir et douleur. Maintenant, je la regardais simplement avec un sentiment de propriété. Le choc de Meredith s'est rapidement transformé en un espoir désespéré et calculateur. Elle a lissé ses cheveux et a forcé un sourire sur son visage, une imitation grotesque de l'affection maternelle qu'elle ne m'avait jamais montrée. « Tracy. Oh mon Dieu, c'est bien toi. » Elle a fait un pas en avant, tendant des mains tremblantes. « As-tu acheté la maison? As-tu fait fortune? J'ai toujours su que tu avais du potentiel. Tu as acheté la maison pour nous sauver, n'est-ce pas? Dieu merci. Le sang est plus épais que l'eau, n'est-ce pas? » Elle a ri nerveusement, jetant un coup d'œil au shérif. « Officier, c'est un malentendu. C'est ma belle-fille. Nous sommes de la famille. Elle ne va pas mettre sa propre mère et son frère dehors dans la neige. » Je suis resté immobile, les mains profondément enfouies dans mes poches. J'ai regardé la femme qui m'avait traité de déchet. J'ai regardé le garçon qui avait diffusé en direct mon expulsion pour des gemmes. « Vous vous trompez, Meredith, » ai-je dit, ma voix calme, portant un froid plus glacial que l'hiver de Baltimore. « Trompé » a-t-elle balbutié. Mais le shérif a dit. Je n'ai pas acheté la maison, l'ai-je corrigé, la fixant dans les yeux. Acheter la maison signifierait que je voulais la propriété. Je me fiche de la propriété. J'ai acheté votre dette. J'ai acheté le morceau de papier qui dit que vous avez échoué. Le sourire de Meredith a disparu. Tracy, s'il te plaît. Nous n'avons nulle part où aller. Les refuges sont pleins. Ils gèlent. Tu ne peux pas faire ça. Il y a 8 ans, ai-je dit doucement, je me tenais exactement là où vous vous tenez. J'avais 18 ans. Je n'avais pas de manteau. Je n'avais pas d'argent. Et vous m'avez jeté une obligation de $1200 en me disant de me débrouiller. J'ai sorti de ma poche l'obligation maintenant annulée et je l'ai brandie. Je me suis débrouillé. Tracy, je t'en supplie. Meredith est tombée à genoux sur le paillasson sale du porche, sanglotant bruyamment. Je t'ai élevé. J'ai pris soin de ton père. Vous avez profité de mon père, l'ai-je corrigé. Et quand il est mort, vous avez essayé de m'effacer. Vous m'avez dit cette nuit-là que j'étais une étrangère. Vous avez dit que cette maison était réservée à la famille. Je me suis tourné vers le shérif et j'ai hoché la tête. Faites-les sortir. Non. Non, a hurlé Meredith alors que les adjoints s'avançaient. Ils l'ont saisie par les bras, la soulevant facilement alors que ses jambes flageolaient. Kyle a essayé de reculer dans la maison, mais un adjoint lui a bloqué le passage. Prends ton manteau, fiston. Tu pars. Tracy, allez, a crié Kyle, sa voix se brisant de panique. Je suis ton frère. Tu ne peux pas laisser faire ça. J'ai des collecteurs de dettes à mes trousses. Alors tu ferais mieux de commencer à courir, ai-je dit impassiblement. Je les ai regardés être escortés le long de l'allée. Ils ont été traînés devant mon camion, devant les voisins qui chuchotaient sur leur pelouse, et jusque dans la rue. Le shérif leur a tendu une liste de refuges pour sans-abri locaux, la même liste que l'assistante sociale m'avait donnée il y a 8 ans. Meredith a crié mon nom une dernière fois, un gémissement aigu de désespoir qui a été avalé par le vent. Puis les lumières du véhicule du shérif se sont éteintes, les laissant debout dans le noir, frissonnant dans leurs vêtements fins, entourés par les décombres de leur propre cupidité. Je leur ai tourné le dos. J'ai monté les marches du porche, le bois craquant familièrement sous mon poids. Je me suis arrêté à la porte d'entrée et j'ai regardé le shérif qui me tendait un jeu de clés. Les serrures ont été changées, mademoiselle Tracy, a-t-il dit en levant son chapeau. La propriété est à vous. Merci, shérif. J'ai inséré la clé et je l'ai tournée. Le mécanisme a cliqué en douceur. J'ai poussé la porte et je suis entré dans le hall. La maison sentait la fumée de cigarettes froides et la négligence, masquant la faible odeur persistante de l'eau de Cologne de mon père. C'était vide, sombre et froid. Mais alors que je me tenais là, écoutant le silence, je ne me sentais pas seul. J'ai ressenti un profond sentiment de paix s'installer en moi. J'ai regardé une dernière fois par la porte ouverte. Je pouvais voir Meredith et Kyle marcher sans but dans la rue. 2 petites silhouettes sombres disparaissant dans la tempête de neige. Je n'ai ressenti aucune culpabilité. Je n'ai ressenti aucune pitié.
La dette était payée. J'ai tendu la main, j'ai attrapé la lourde poignée de porte en chêne et je l'ai refermée. Clic. Le son de la serrure s'enclenchant a résonné dans le couloir vide, signalant la fin du chapitre. J'ai pris une profonde inspiration, remplissant mes poumons de l'air de ma maison. Et pour la première fois en 8 ans, je ne faisais pas que survivre. Je vivais.